Donc je rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. Donc on a vu l'interaction des particules chargées avec la matière, les particules chargées lourdes. Donc je rappelle, le mécanisme de perte d'énergie pour ces particules, c'est l'ionisation et l'excitation. Donc ça, c'est les seuls mécanismes qui sont importants et qui permettent donc aux particules chargées lourdes de perdre leurs énergies dans la matière. Donc on a vu aussi la notion de parcours des particules chargées dans la matière. On avait dit que c'est une ligne droite, donc c'est rectiligne. On a également vu la relation qui donne le parcours, la relation avec la perte d'énergie, la formule de Bethe-Bloch. On est arrivé, si vous voulez, à cette formule qui vous donne R1 et R2 en fonction de la masse et des charges de la particule et aussi du milieu traversé. Donc cette relation, j'ai dit, on peut l'appliquer uniquement lorsqu'il s'agit du recul de deux particules, si vous voulez, différentes, de charge par exemple Z1, Z2 et l'autre M1, M2, et qui reculent dans un milieu qui est le même. Ils doivent reculer, si vous voulez, dans le même milieu, et avec la condition qu'ils aient même vitesse initiale. Donc les deux particules doivent avoir la même vitesse initiale V0. Ce n'est pas l'énergie cinétique, mais c'est la vitesse initiale. Donc vous voyez que par la suite, j'obtiens, si vous voulez, cette relation. Donc si je connais par exemple R1, alors si on me donne le parcours de la particule 1, donc je peux déterminer le parcours de la particule 2. Donc ça va être tout simplement R2 multiplié par Z2 au carré M1 sur Z1 au carré M2. Donc c'est très simple. Donc si j'ai une inconnue, je peux la déterminer connaissant les autres. Donc ça c'est très simple, c'est une formule très simple. Mais j'ai dit je ne peux l'appliquer que si les deux particules reculent dans le même milieu et la vitesse initiale de ces deux particules est la même. D'accord? Donc c'est dans cette condition-là que je peux utiliser cette formule. Donc ça, je saute cette partie. L'autre chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la courbe de Bragg. Donc cette courbe de Bragg, c'est tout simplement, comme vous le voyez, c'est la représentation de la perte d'énergie par unité de longueur en fonction de la profondeur de pénétration. Ça veut dire que la particule, il entre, d'accord? La profondeur de pénétration, c'est tout simplement l'épaisseur. Donc ce qu'on constate, si vous voulez, dans cette courbe, c'est que la perte d'énergie, lorsque la particule entre, la vitesse elle est grande, donc la perte d'énergie est minimale. Et lorsque la particule, si vous voulez, s'approche de s'arrêter, c'est-à-dire on s'approche du parcours de la particule, donc la particule, j'ai dit, s'apprête à s'arrêter. Donc dans ce cas-là, j'ai la perte d'énergie qui sera maximale. Donc dE sur dx est max. Et le pic que j'obtiens, donc c'est ce qu'on appelle le pic de Bragg. Donc la définition, je répète, la définition, donc la courbe de Bragg, c'est la représentation de la perte d'énergie par unité de longueur en fonction de la profondeur de la pénétration de la particule, en fonction de x. Et on constate donc à faible vitesse, donc d'après la formule de Bethe-Bloch, à faible vitesse, la perte d'énergie est minimale, donc elle est faible. Par contre, lorsque la particule possède une vitesse très faible, plus il avance, plus il sera ralenti, donc il va perdre de l'énergie progressivement. Donc lorsqu'il s'apprête à s'arrêter, donc dans ce cas-là, j'ai dit la perte d'énergie est maximale et on obtient un pic, c'est ce qu'on appelle pic de Bragg. Donc c'est ça ce qu'on appelle donc courbe de Bragg. Et j'ai dit ça, l'application de ça en médecine, c'est très importante. Donc pour la thérapie de certaines tumeurs, donc ça c'est important. Si je le compare avec la thérapie, si vous voulez, la radiothérapie classique avec les rayons X, donc là c'est très important parce qu'on n'endommage pas les cellules qui sont en avant, d'accord? Là c'est le même schéma. C'est tout simplement là, vous constatez par exemple les rayons X, lorsqu'on bombarde avec les rayons X, vous voyez que les rayons X, la perte d'énergie au début, elle est très importante. Donc la dose déposée, si vous voulez, au début, elle est très importante et vers la fin, vous voyez que ça diminue, donc ça décroît. Par contre, la dronothérapie, on bombarde avec des protons, vous voyez qu'au début, la perte d'énergie ou bien la dose déposée, elle est faible. Mais une fois qu'on s'approche, par exemple, à 15 cm, dans ce cas-là, à 15 cm, je vois que je dépose le maximum d'énergie. Donc, je dépose une grande énergie qui permet de tuer ou bien de détruire, si vous voulez, les cellules qui sont malades. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je suis obligé au début de choisir l'énergie, si vous voulez, de ces protons, ou bien carbone, ou bien alpha. Donc, au début, je dois faire un calcul de telle manière que le parcours des particules soit égal, par exemple, dans ce cas-là, à 15 cm. J'ai le parcours, par exemple, les cellules malades sont à 15 cm. Je dois donner aux particules, si vous voulez, les protons, une énergie cinétique de telle manière que ces particules s'arrêtent à 15-16 cm, c'est-à-dire avec précision.
Donc de cette manière-là, je sais que la fin du parcours, c'est vers 15 cm, et à ce moment-là, je peux envoyer mon faisceau, et toute l'énergie, si vous voulez, le maximum d'énergie sera déposé à 15 cm. Je peux tuer, si vous voulez, ces cellules. Si je fais une erreur, vous voyez que c'est grave. Si par exemple je fais une erreur, au lieu de 15, normalement le pic de Bragg il tombe à 16, donc ça veut dire que je vais déposer très peu d'énergie à 15 cm, donc je ne vais pas tuer les cellules qui sont malades, mais je vais tuer les cellules qui sont saines. Donc vous voyez que là, le calcul doit être exact, il ne faut pas faire d'erreur, et ce n'est qu'après que vous envoyez le... Ça c'est une technique, si vous voulez, qui est très coûteuse, parce que accélérer les protons, ce n'est pas la même chose qu'accélérer des électrons. Maintenant, je passe à la deuxième classe, qui sont les particules chargées légères. Donc les particules chargées légères, c'est tout simplement l'électron et le positron. Donc lorsque je dis particules chargées légères, c'est électron-positron. Particules chargées lourdes, j'ai dit à partir du proton, proton, alpha, etc., etc. Mais les particules chargées légères, c'est uniquement électron-positron. Pour nous, pour le moment, pour nous, les particules chargées légères, on connaît l'électron et le positron. D'accord, ça, c'est les deux particules que je classe dans cette catégorie particules chargées légères. Vous voyez que maintenant, la perte d'énergie, maintenant je suis en train de traiter deux particules qui sont identiques. Vous voyez que j'ai des électrons qui vont interagir avec des électrons. C'est pas comme avant, j'avais une grosse boule, une grande particule, si vous voulez, qui recule et il peut interagir avec un électron. Maintenant, j'ai des électrons avec électrons, ce sont deux particules identiques, donc il y a un phénomène d'indiscernabilité et de plus, c'est normal. Si j'ai deux particules identiques, par exemple, j'ai deux petites billes et l'une entre en interaction avec l'autre, toutes les deux vont être déviées. D'accord ? Donc maintenant, la trajectoire ne va plus être une ligne droite. Donc automatiquement, la particule, lorsqu'elle interagit avec le premier électron, il va subir une déflexion, il va changer il sera dévié. Deuxième électron, il sera dévié, etc. Donc je vais avoir une multitude, si vous voulez, de déviations et la trajectoire ne sera plus une ligne droite. Donc c'est difficile de... Vous voyez que l'exemple que j'ai donné ici, l'électron, si vous voulez, il subit un zigzag. Donc on dit que la trajectoire, c'est en ligne brisée. C'est en ligne brisée. Donc plusieurs déflexions, vous voyez que la particule est partie de là-bas et il est arrivé là où il y a la fin de la flèche. Par exemple, ça c'est un exemple, mais ça peut être n'importe. Ça peut être n'importe quelle trajectoire. Donc ça c'est des particules, donc l'interaction, du point de vue interaction, tout ce qu'on peut imaginer, c'est l'électron, il va entrer dans la matière, il va rencontrer les électrons, il va rencontrer aussi les noyaux. Donc on peut avoir des interactions avec les électrons, comme le cas qu'on avait vu pour les particules chargées lourdes, c'est la diffusion inélastique sur les électrons. On peut aussi avoir diffusion, si vous voulez, sur le noyau. Donc on a, si vous voulez, ces deux mécanismes-là qui sont très importants pour la perte d'énergie. Pour les particules chargées légères, lourdes, c'était l'ionisation et l'excitation, c'est-à-dire diffusion inélastique sur les électrons, uniquement sur les électrons. Donc je n'ai pas parlé de diffusion sur le noyau, j'ai dit c'est négligeable. Mais pour les électrons, maintenant, non, vous avez des petites particules, on peut avoir interaction avec le noyau et on peut avoir aussi interaction avec les électrons. L'interaction avec les électrons, c'est l'ionisation et l'excitation. C'est le mécanisme qu'on avait vu pour les particules chargées. Donc l'électron il passe, il charge le champ électrique, force électrique, l'électron peut être ionisé ou bien excité. Mais on peut avoir aussi l'interaction, ou bien diffusion inélastique sur les noyaux, ou bien diffusion élastique. Donc c'est ça les modes d'interaction. Maintenant c'est un peu différent. Donc on peut avoir comme avant, diffusion inélastique sur les électrons, et je peux avoir aussi diffusion élastique sur les noyaux, mais la perte d'énergie, si vous voulez, pour ce deuxième mécanisme, c'est négligeable, donc on va le négliger. La troisième, si vous voulez, c'est la diffusion inélastique sur les noyaux, et ça c'est très important. Donc ça va être à un certain moment, à haute vitesse par exemple, ça c'est le mécanisme principal. Donc l'électron, lorsqu'il entre, il va perdre pratiquement son énergie par ce dernier mécanisme, c'est-à-dire diffusion inélastique sur les noyaux. Donc maintenant, on va voir, si vous voulez, ces deux mécanismes, c'est les plus importants. J'ai dit le premier et le troisième. Donc on a le mécanisme de perte d'énergie pour les électrons. D'accord ? Donc le premier, j'ai dit, c'est la même chose. Ça va être décrit par une formule similaire à celle de Bethe-Bloch. Donc la perte d'énergie, vous voyez qu'il est donné par cette expression. Vous n'avez pas à apprendre cette formule, vous n'apprenez rien. D'accord ? Il suffit tout simplement de connaître les termes. Et c'est la même chose que ce qu'on avait vu avant. Donc la perte d'énergie, si vous voulez, par ionisation, il est donné par cette expression. Vous voyez qu'il y a toujours 1 sur V2. Donc ça veut dire à haute vitesse, la perte d'énergie sera, si vous voulez, la perte d'énergie
plus la vitesse est grande, plus la perte d'énergie est minimale. Donc à grande vitesse, si vous voulez, la perte d'énergie est minimale. Donc on ne va pas dire beaucoup de choses sur ça, on n'a pas beaucoup de temps. Donc j'ai dit, ça c'est le premier mécanisme, diffusion inélastique sur les électrons atomiques. Donc c'est comme ce qu'on avait dit pour les particules chargées lourdes, c'est exactement le même mécanisme. Donc ce qu'on avait dit avant, c'est la même chose. Donc l'expression de la perte d'énergie, la formule de Watt-Block dans ce cas-là, si vous voulez, elle est modifiée pour tenir compte, j'ai dit, des effets relativistes, des effets quantiques, d'indissociabilité, les deux particules qui sont identiques, etc. Donc on tient compte de tout ça. La formule a été modifiée un petit peu. Donc elle est modifiée et on obtient, si vous voulez, cette formule qui décrit ce mécanisme. Maintenant, le deuxième mécanisme, j'ai dit, c'est négligeable. Donc ça, c'est tout simplement, lorsque j'ai le noyau, ça sera la diffusion sur le noyau. Donc j'ai le noyau, par exemple, l'électron, il passe, le noyau, il est là, et lorsqu'il passe à côté, il va être tout simplement, on va subir une déflexion, d'accord? Il va subir une déflexion, mais c'est une diffusion élastique cette fois-ci. Il y a toujours conservation de l'énergie cinétique. Je ne vais pas exciter les atomes, donc les atomes ne seront pas excités, donc j'ai conservation de l'énergie cinétique, donc c'est pour ça que je dis diffusion élastique sur le noyau. Donc tout simplement, c'est une déflexion. Ça, c'est similaire à ce qu'on appelle la diffusion de Rutherford. La diffusion de Rutherford, c'est tout simplement lorsque j'ai deux noyaux, un noyau qui recule à côté de l'autre noyau, d'accord? Et si vous voulez, chaque noyau, il sera dévié un petit peu, et j'ai toujours conservation de l'énergie cinétique. La diffusion de Rutherford, on a conservation de l'énergie cinétique. Donc tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a une petite variation de l'énergie cinétique qui est passée de cette particule à celle-là. Mais comme le noyau, il est gros, donc pratiquement la perte d'énergie qui sera communiquée à ce noyau, il est très faible. Pratiquement l'électron, il passe. Il sera dévié et il passe. Dans ce cas-là, il fait comme ça. Donc l'électron il passe et il sera dévié. D'accord? Donc ça c'est le mécanisme, mais il est faible. La perte d'énergie pour les électrons par ce mécanisme, on peut le négliger aussi. Maintenant on passe le troisième mécanisme. Le troisième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de diffusion inélastique sur les noyaux. Tout à l'heure c'était élastique, maintenant c'est diffusion inélastique. Il n'y a pas de conservation d'énergie cinétique. Donc ce mécanisme-là, j'ai dit, il est très important. Donc ça c'est un mécanisme que vous devriez connaître. Ça revient à dire quoi? Le mécanisme de perte d'énergie, ça s'appelle perte d'énergie par rayonnement, ou bien par rayonnement de freinage, ou bien Bremsstrahlung. Ça, c'est un mot qui est allemand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement lorsque l'électron est rapide, il a une grande vitesse. Donc, si j'ai par exemple le noyau et j'ai les électrons autour, donc l'électron il peut passer et il passe, si vous voulez, au voisinage du noyau. Donc, il peut passer très vite, il passe à côté, si vous voulez, du noyau et il va subir lui aussi, il va subir une déflexion et il sera freiné. Donc le champ électrique créé par le noyau, il est très important, il va freiner l'électron. Donc l'électron, c'est une particule chargée, et en électromagnétisme, on sait que toute particule chargée, elle est accélérée ou bien décélérée, il rayonne de l'énergie. D'accord? Il va donner un rayonnement, tout simplement des photons. Donc le rayonnement de freinage, l'électron, il est rapide, il passe au voisinage du noyau, il va être, si vous voulez, il va subir une déflexion et il sera freiné. D'accord? S'il sera freiné, ça veut dire qu'il va avoir une certaine accélération. Et l'électromagnétisme, il nous dit, toute particule chargée, si elle est accélérée ou bien décélérée, elle doit rayonner de l'énergie sous forme de photons. Donc il va émettre de photons. D'accord? Le rayonnement de freinage ou bien Bremsstrahlung. Comment on produit les rayons X? Les rayons X qu'on produit, comment on les produit? Donc il y a la désexcitation des atomes. Vous le connaissez, si un atome est excité, lorsque l'électron, la couche est remplie, donc il y a émission de rayons X. Réarrangement du cortège électronique, ça nous donne des rayons X. Maintenant, pour ça, c'est pas la même chose. Donc on a maintenant un électron qui n'est pas lié à l'atome. Donc l'électron, il passe, mais tout simplement, il est accéléré ou bien décéléré. D'accord? Et dans ce cas-là, il va rayonner. Donc la production de rayons X, c'est ça les rayons X. Donc ce rayonnement de freinage, c'est les rayons X. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait pour produire les rayons X? Si vous avez vu comment on produit les rayons X, donc on a un filament, on le chauffe, donc il va libérer des électrons, par exemple. Ensuite, si vous voulez, ces électrons je place ici un cristal, c'est un milieu, donc c'est un cristal. Donc les électrons, si j'applique une différence de potentiel, par exemple, de 40 kV entre l'anode et la cathode, donc les électrons seront attirés vers l'anode. Et lorsqu'ils arrivent au niveau de l'anode, qui est le cristal, ils vont interagir avec les atomes du milieu. Donc l'électron, il va entrer, il va rencontrer, si vous voulez, le noyau, et il sera décéléré. Le mécanisme que j'ai dit tout à l'heure, il sera décéléré, et si l'électron est décéléré, il va rayonner, donc il va émettre des rayons X. Donc les rayons X sont produits de cette manière-là, et ça nous donne tout simplement une distribution qui est continue d'énergie pour les rayons X. Donc c'est comme ça qu'on produit
produit les rayons X, si vous voulez. Donc ce rayonnement de freinage, hein, on peut le comprendre pour nous maintenant, c'est tout simplement la production de rayons X. Donc les rayons X, d'où est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus du fait que les particules, lorsqu'ils sont accélérés ou bien décélérés, ils rayonnent. Et s'ils rayonnent, ça veut dire qu'ils perdent de l'énergie. Donc l'énergie rayonnée, c'est l'énergie perdue par l'électron. D'accord? Cette énergie ne vient pas du ciel. Donc c'est l'énergie perdue par l'électron. Donc l'électron perd de l'énergie sous forme d'un rayonnement. L'exemple que vous avez ici, vous avez l'électron initial. Vous voyez que lorsqu'il s'approche du noyau, il va être soumis à une certaine accélération que je vais noter ici, A. Tout à l'heure, on va l'appeler gamma. Et il va subir, si vous voulez, une déviation, une déflexion, et il va rayonner. Donc, s'il a une accélération, l'électromagnétisme, j'ai dit, en électromagnétisme, toute particule chargée, si elle est accélérée ou bien décélérée, elle rayonne. Il va émettre un rayonnement. D'accord? Donc, le rayonnement, dans ce cas-là, c'est le photon que vous voyez. Donc, la particule entre avec EI, et elle va sortir, lorsqu'il s'éloigne du noyau, il va avoir EF. Donc l'énergie perdue, c'est EI moins EF qui est égal à H nu. Donc l'énergie du photon émis est égale à EI moins EF tout simplement. Donc vous voyez que j'ai une diffusion inélastique. Si j'écris l'équation, j'ai électron plus noyau, d'accord, il passe à vos côtés du noyau, ça va me donner l'électron et le noyau, mais cette fois-ci avec gamma. Le photon, si vous voulez que je note gamma. Donc ça, c'est une diffusion inélastique parce qu'il n'y a pas de conservation d'énergie cinétique, il y a un photon qui est produit. Donc il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique. Donc voilà comment on explique ce deuxième mécanisme qui est très important à haute vitesse. Maintenant la formule qui donne la perte d'énergie, vous voyez, je vous la donne ici, je ne vous demande pas de la prendre. On constate là que cette perte d'énergie par radiation, par rayonnement de freinage, ou bien par Bremsstrahlung, vous l'appelez comme vous voulez. Donc il est proportionnel à T. Ça veut dire plus l'énergie est grande, l'énergie de l'électron est grande, plus cet effet-là est très important. La perte d'énergie est très importante. Donc la perte d'énergie augmente avec la vitesse. Tout à l'heure, on avait dit la perte d'énergie diminue avec la vitesse pour l'ionisation. Maintenant, pour Bremsstrahlung, vous voyez que la perte d'énergie augmente avec la vitesse parce qu'il est, vous voyez qu'il est fonction de T. Il est proportionnel à T, donc proportionnel à la vitesse. Donc c'est un mécanisme qui augmente avec la vitesse. À faible vitesse, pratiquement la perte d'énergie par rayonnement de freinage est négligeable, donc on la néglige, mais à grande vitesse, si T est grande, vous voyez, ce mécanisme-là devient prédominant et c'est le mécanisme principal de perte d'énergie pour les particules chargées légères à haute vitesse. Donc faible vitesse, pratiquement c'est l'ionisation, comme ce qu'on avait vu pour les particules chargées lourdes. Pour les grandes vitesses, vous avez tout simplement le rayonnement de freinage qui est dominant et la perte d'énergie est très faible pour l'ionisation. Si la vitesse est très grande, la perte d'énergie par ionisation, j'ai dit, il est très faible. Si la vitesse est grande, la perte d'énergie d sur dx, puisque c'est 1 sur v2. Donc ça devient négligeable. Et vous voyez qu'à grande vitesse, maintenant, ce mécanisme-là, il devient le mécanisme principal de perte d'énergie pour les électrons. Donc si j'ai par exemple des électrons de plusieurs MeV, donc le mécanisme principal, c'est pas l'ionisation, ça va être le rayonnement de freinage. Donc voilà, vous pouvez me dire, mais le noyau aussi, pour les particules chargées lourdes, là aussi on avait une particule qui passe. Donc elle peut être accélérée, décélérée, et on peut avoir cette perte d'énergie, la même chose. J'ai des particules chargées. Mais pourquoi on n'a pas parlé de ça? Pourquoi on n'a pas tenu compte, si vous voulez, de la perte d'énergie par rayonnement pour les particules chargées lourdes? Donc ça, c'est dû tout simplement à la masse. Là, si je compare la masse de l'électron à la masse du noyau, par exemple le proton c'est la masse, comme j'ai toujours dit, c'est 2000 fois la masse de l'électron. Donc c'est la masse qui est à l'origine, mais on peut montrer ça. On peut montrer ça facilement. Donc déjà, on sait que si l'électromagnétisme, il nous dit si une particule est accélérée ou bien décélérée, elle rayonne de l'énergie et l'énergie rayonnée, il est proportionnel à l'accélération au carré. Le gamma que j'ai là-bas, c'est l'accélération, c'est pas le gamma qui fonctionne de la vitesse. Gamma, c'est l'accélération. Donc gamma, c'est l'accélération. Donc l'énergie rayonnée, vous voyez qu'il est proportionnel à l'accélération au carré. Plus l'accélération de la particule est importante, plus, si vous voulez, l'énergie rayonnée est importante. L'énergie rayonnée est proportionnelle au carré de l'accélération.
Maintenant, si j'applique ça à n'importe quelle particule, maintenant je ne prends pas l'électron, je prends une particule qui passe au voisinage d'une autre particule. Donc j'ai la particule que j'ai notée ici, MZE, grand M, ZE, ça c'est la particule qui recule. Tout à l'heure, on l'avait pris comme étant l'électron. Maintenant, c'est une particule quelconque. Il a une masse M. D'accord? Et il passe au voisinage d'un noyau qui est ici, qui a une charge ZE, grand ZE. Ça, c'est le noyau qui est fixe, c'est la particule de masse M. Il va passer à côté. D'accord? Donc, en passant à côté, il va être soumis à la force électrostatique. On connaît F égale Q qui prime sur 4 pi epsilon 0 R carré. Donc, si j'applique ça parce que j'ai ZE et petit ZE, donc la force, ça va être tout simplement petit Z, ZE carré sur 4 pi epsilon 0 R au carré. R, c'est la distance entre les deux charges. Donc j'ai cette force-là. Maintenant, si j'applique le principe fondamental de la dynamique, d'accord, si la particule est accélérée ou bien décélérée, si j'applique le principe fondamental de la dynamique, sigma des F est égal à M gamma. Gamma, c'est l'accélération. Donc vous voyez que F est égal à M gamma. Maintenant, si je cherche gamma, parce que l'énergie rayonnée est proportionnelle à gamma au carré. Donc gamma, c'est tout simplement Z, Z, E carré sur 4 pi epsilon 0 M R carré. Vous voyez que cette accélération maintenant, il est inversement proportionnel à la masse de la particule. Plus la masse est grande, plus l'accélération est petite. D'accord? Plus M est grande, si la particule possède une grande masse, plus si la particule possède une grande masse, plus le gamma diminue. Mais si je l'applique pour l'électron, je vais avoir petit avec grand M est égal à ME. Maintenant, si je l'applique pour le proton, je vais remplacer M par MP. Si je compare maintenant, MP c'est 2000 fois. Gamma, c'est de la particule qui recule, de masse M. Si je prends l'électron, grand M est égal à ME. S'il s'agit d'une autre particule, par exemple le proton, grand M c'est MP. D'accord? Je remplace, ça dépend de particules qui reculent. J'ai dit, je compare le noyau lourd avec l'électron. L'électron c'est masse ME, donc si je applique ça pour l'électron, vous voyez que ça va me donner gamma égale ZE carré sur 4 pi epsilon 0 ME R carré. D'accord? Maintenant, si je l'applique pour un proton, ZE carré sur 4 pi epsilon 0 MP. MP, j'ai dit, c'est à peu près 2000 fois ME. D'accord? Si je remplace MP par 2000 fois ME, vous voyez que pour l'électron, je divise par ME. Mais pour le proton, je divise par 2000 fois ME. Et l'énergie rayonnée, si vous voulez, il est proportionnel à gamma au carré. Ça veut dire que l'énergie rayonnée est inversement proportionnelle au carré de la masse. Au carré de la masse de la particule. Plus la masse de la particule est grande, plus l'énergie rayonnée est petite. Plus la masse, si vous voulez, est petite, l'énergie rayonnée est importante. Donc pour l'électron, c'est importante, parce que ME est très petite. Mais pour les particules chargées, j'ai dit le proton, c'est le plus petit. Le proton, c'est MP, c'est 2000 fois la masse de l'électron. Donc ça veut dire si maintenant je proportionne la gamma au carré, si je remplace M par 2000 fois ME, ça veut dire 2000 fois ME au carré, donc c'est tout ça au carré, ça va me donner 4 millions de fois. Ça veut dire que dès que l'énergie va être divisée par 4 millions. L'énergie pour l'électron, maintenant si je prends le proton, c'est la même énergie, ça va être divisé par 4 millions de fois. D'accord? Donc ça veut dire que pour les particules chargées lourdes, je suis obligé de négliger ça. Donc j'ai éliminé ça carrément, donc on n'en parle plus. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas traité ça, on n'a pas dit il y a la perte d'énergie par rayonnement de freinage pour les particules chargées lourdes. C'est uniquement pour les particules chargées légères que je peux traiter, si vous voulez, c'est le rayonnement de freinage. Rayonnement de freinage, j'ai dit, particule passe voisinage du noyau, il sera décéléré et toute particule accélérée ou bien décélérée rayonne de l'énergie sous forme de photons, qui sont en général c'est des rayons X. Donc cette énergie-là, donc elle est très importante pour les particules chargées lourdes, elle est légère, il n'est pas importante pour les particules chargées lourdes du fait de la masse, parce que l'énergie rayonnée est inversement proportionnelle au carré de la masse. Donc si la masse est grande, 1 sur M carré, c'est très grand. Plus M est grande, plus, si vous voulez, l'énergie rayonnée est négligeable. Donc voilà pour cet effet-là. Donc si je résume, donc maintenant pour les particules chargées, donc j'ai dit on a l'ionisation et on a l'excitation. Donc la perte d'énergie totale, lorsqu'un électron recule dans un milieu, il y a l'ionisation. C'est comme la formule de Bethe-Bloch qu'on avait dit, ionisation et excitation. Et j'ai aussi le deuxième mécanisme que j'ai appelé donc Bremsstrahlung ou bien rayonnement de freinage. D'accord? Ça veut dire que la particule va rayonner, il va donner des rayons X qui seront émis le long de lorsqu'il passe, si vous voulez, au voisinage d'un noyau. Donc, vous voyez qu'à faible énergie, jusqu'à quelques MeV, l'ionisation est très importante.
Mais si vous voulez, à partir de quelques dizaines de MeV, c'est pratiquement la perte d'énergie par Bremsstrahlung qui devient très importante. Ça veut dire l'énergie par rayonnement de freinage qui sera le mécanisme dominant. À un certain moment, vous pouvez avoir les deux, c'est quoi, 50% d'ionisation et 50% de rayonnement de freinage. Cette énergie-là, on l'appelle tout simplement énergie critique. Il est donné par cette expression, c'est-à-dire 600 MeV sur Z. Donc ça dépend du milieu. Vous voyez que l'énergie critique, pour avoir 50%, ça dépend du Z, du milieu. D'accord? Maintenant, sur ce graphe-là, vous pouvez voir comment ça varie. Vous voyez que pour le proton, par exemple, je prends celle d'en haut. Donc la courbe en pointillé en haut, donc là où c'est écrit P, ça c'est le proton. Vous voyez que le proton, donc à faible vitesse, la perte d'énergie est maximale, d'accord? Et à grande vitesse, la perte d'énergie, c'est 1 sur V2. Donc à grande vitesse, la perte d'énergie est minimale. À ne pas confondre avec courbe de Bragg. Courbe de Bragg, c'était en fonction de la profondeur, en fonction de X. Là, c'est en fonction de l'énergie. Donc la perte d'énergie pour les grandes énergies, l'ionisation devient très faible. Mais à faible vitesse, ou bien à faible énergie, l'ionisation est très importante. Maintenant, si je prends l'électron, donc vous voyez que l'énergie par ionisation, c'est là où c'est écrit collision loss, d'accord? Donc l'électron, vous voyez qu'il perd l'énergie par ionisation, c'est la courbe en pointillé qui va, hein? Donc au début c'est un peu élevé, ensuite ça descend et c'est pratiquement constant, d'accord? C'est très faible. Maintenant, si je regarde la perte d'énergie par rayonnement de freinage, c'est la courbe, c'est là où c'est écrit Bremsstrahlung. Donc vous voyez qu'au début, pratiquement, on n'a pas de rayonnement de freinage pour les faibles vitesses, très faibles vitesses, mais à un certain moment, ça augmente, et vous voyez que j'atteins les deux courbes, là où se coupe le courbe pour l'électron et le Bremsstrahlung. Donc c'est l'énergie critique, c'est là où c'est la flèche. Et à haute vitesse, donc à haute énergie, vous voyez que pratiquement c'est la courbe qui est en solide, ligne solide si vous voulez, ça c'est la courbe, la somme des deux, ionisation plus Bremsstrahlung. Vous voyez qu'à haute vitesse, pratiquement le total, il est pris par la courbe de Bremsstrahlung, donc c'est-à-dire par rayonnement de freinage. D'accord? À haute vitesse, c'est le mécanisme de rayonnement de freinage qui est dominant, pratiquement 98 ou 99%, c'est perte d'énergie par ce méthode. Donc on n'a pas d'ionisation pratiquement. L'ionisation elle devient très très faible. Donc voilà ce qu'on obtient, si vous voulez, comme perte d'énergie pour l'électron. Maintenant, il y a un autre mécanisme ce mécanisme-là, je l'ajoute, du fait de son importance, c'est pas du point de vue perte d'énergie. La perte d'énergie, il est très faible, c'est-à-dire l'électron, il perd très peu d'énergie par ce mécanisme, mais ce mécanisme-là, si vous voulez, il est très important pour la détection des particules. Si vous voulez, plusieurs détecteurs qui utilisent, si vous voulez, ce principe pour détecter ce qu'on appelle la lumière Cherenkov. Donc ça, c'est un mécanisme de perte d'énergie, mais la perte d'énergie est très faible. Donc, il est très très faible, donc on ne va pas en parler du point de vue perte d'énergie, mais si vous voulez, pour la détection, c'est très important, surtout pour la détection des neutrinos. Ce mécanisme de Cherenkov, on l'explique déjà ce que c'est. Mécanisme par effet de Cherenkov, c'est tout simplement lorsqu'un électron recule dans un milieu transparent. Par exemple, l'eau, les plexiglas, le quartz, tous les milieux qui sont transparents. Donc si l'électron recule par exemple dans l'eau, d'accord, et s'il possède, donc il y a des conditions pour avoir cet effet-là, ce n'est pas pour n'importe quel électron. Donc si l'électron recule dans un milieu transparent qui a un indice de réfraction n, déjà il est caractérisé par l'indice de réfraction n, et la deuxième chose qui est très importante, si l'électron possède une vitesse qui est supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Ça veut dire que la vitesse de l'électron doit être supérieure à C sur n. La vitesse de la lumière dans un milieu d'indice n, c'est C sur n. Donc si V est supérieur à C sur n dans un milieu d'indice n, donc dans ce cas-là, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? L'électron en passant, le long de sa trajectoire, si vous voulez, il va polariser les atomes. Donc il engendre un champ électrique éventuellement. Et il peut polariser, si vous voulez, les atomes du milieu le long de sa trajectoire. Donc puisqu'il passe très vite, juste après, si vous voulez, les atomes vont se dépolariser. Donc il y a un phénomène de polarisation. Donc pour polariser, je dois déjà fournir de l'énergie. Donc l'électron doit perdre une partie de son énergie pour polariser les atomes. D'accord? Et une fois qu'il passe, les atomes ne vont pas rester comme ça. Les atomes vont se dépolariser. Et la dépolarisation, ça va entraîner l'émission des photons qu'on appelle photons Cherenkov. Donc c'est une lumière pratiquement dans le visible. En général, c'est de la lumière bleue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle rayonnement Cherenkov.
Particules chargées, c'est l'électron. En général, c'est les particules. Pour avoir la vitesse supérieure à C sur N, ce n'est pas les particules chargées lourdes. D'accord? Donc, obligatoirement, c'est des particules, c'est l'électron. Donc, l'électron, avec une vitesse V supérieure à C sur N, il entre dans le milieu, il va polariser les atomes. Par la suite, si vous voulez, les atomes vont se dépolariser, ils vont émettre de la lumière sous forme de cônes. Donc la particule passe, polarise, et la dépolarisation, c'est l'émission des cônes de lumière. D'accord? Des cônes de lumière qui est une lumière dans le visible. Donc c'est l'émission des photons dans le visible, qu'on appelle tout simplement lumière Cherenkov. Et ça, c'est très important pour la détection de certaines particules. Donc maintenant, si je prends certains détecteurs, par exemple, pour la détection des neutrinos, on a toujours parlé de ce fameux neutrino, ils utilisent des détecteurs qui sont plus grands que l'amphi, par exemple supercamiocandes, il est mis déjà dans une mine, et c'est énorme, et il est rempli d'eau. D'accord? Donc il est rempli carrément de l'eau, c'est l'eau qui est le milieu où les électrons, si vous voulez, vont, si vous voulez, interagir par l'effet de Cherenkov. Donc j'ai cette cuve-là qui est énorme, d'accord, qui est très grand, plus grand que l'amphi, pour avoir une idée. Donc il est rempli d'eau, mais il est entouré, si vous voulez, par des détecteurs qu'on appelle des phototubes, qui détectent cette lumière Cherenkov. Donc lorsque la particule passe, le neutrino va interagir, il va nous produire un muon. Le muon, c'est comme l'électron. Donc ce muon-là, il possède une vitesse V supérieure à C sur N. Il va, si vous voulez, créer cet effet de Cherenkov, et on observe, si vous voulez, ces cônes de lumière. On peut les détecter par les phototubes. Donc ça, c'est des expériences c'est des collaborations internationales, donc c'est très grand. Ou bien, par exemple, on utilise l'eau de mer. Antares, par exemple, à côté de Marseille. Donc il y a une expérience qui détecte les neutrinos, la même chose. Ils introduisent des sondes dans la mer, et c'est l'eau de mer qui joue le rôle, si vous voulez, du détecteur. Des différents phototubes, donc des différentes stations, ils vont détecter cette lumière Cherenkov, ils vont reconstruire, si vous voulez, le phénomène, ils vont reconstruire l'événement, et de cette manière-là, ils peuvent détecter, si vous voulez, les neutrinos. Donc voilà, si vous voulez, pour cet effet Cherenkov, donc c'est de ce type-là. Vous voyez que la particule, il passe très vite, il va polariser les molécules, les atomes. Par la suite, les atomes se dépolarisent et ils vont émettre des photons qui font un angle θ. Donc ça, c'est des cônes, il faut les voir comme étant des cônes. Ça veut dire que ça, c'est la trajectoire, et on a, si vous voulez, quelque chose qui est comme ça. Il faut voir ça comme étant des cônes, des flèches, mais c'est des cônes de lumière, d'accord, qui se propagent. Il se propage, si vous voulez, plus il avance, plus, si vous voulez, le rayon, si vous voulez, augmente, et la lumière, si vous voulez, va couvrir une grande surface. Donc ces cônes-là, ils sont caractérisés donc par un angle θ, de demi-angle au sommet, c'est un angle de demi-angle au sommet θ, et l'axe, c'est la trajectoire de la particule. Donc l'axe, si vous voulez, de ce cône de lumière, c'est la trajectoire de la particule. Maintenant, vous voyez que lorsque la particule, si vous voulez, passe de A jusqu'à B, la distance parcourue, c'est AB, la vitesse, c'est V. Supposons que cette distance est parcourue pendant un temps T, donc j'ai tout simplement AB qui est égal à VT. V, la vitesse multipliée par le temps. Pendant le même temps, la lumière, elle a parcouru cette distance. Par exemple, si je prends AC, donc la lumière parcourue pendant le temps, lorsque la particule va de A à B, la lumière, elle va, si vous voulez, de A à C. D'accord? Donc A à C, la lumière va parcourir cette distance pendant le même temps T, la vitesse C sur N. On est dans un milieu d'indice N. Donc la vitesse de la lumière, c'est toujours la vitesse de phase. Donc c'est C sur N. Donc il va parcourir la distance avec la vitesse C sur N. Donc AC est égal à C sur NT, ou AB est égal tout simplement à VT pendant le même temps. Maintenant, si j'essaie de trouver une relation avec l'angle θ et la vitesse, vous voyez que si maintenant je calcule le cosinus θ, c'est AC sur AB, d'accord? AC sur AB, ça me donne le cosinus θ. Donc cosinus θ est égal à AC sur AB, et AC, j'ai dit, c'est C sur NT, et AB, c'était VT, c'est la trajectoire de la particule. Donc si je divise, j'obtiens donc cette relation importante, cosinus θ est égal à 1 sur bêta n. Bêta, c'est la vitesse, c'est V sur C. Donc bêta, c'est V sur C. Et N, c'est l'indice du milieu. Donc j'ai cette relation qui est importante. D'accord? Vous voyez que l'angle θ, la lumière n'est pas émise à n'importe quel angle, mais c'est un angle qui dépend de la vitesse. Donc il est fonction de la vitesse. Autre chose, maintenant pour vérifier ce que j'ai dit au début, il faut que la particule ait une vitesse supérieure à C sur N. Donc vous voyez que ce cosinus θ, obligatoirement, il est
inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc ça doit être inférieur ou égal à 1. Donc si vous faites ça, ça V sur C. Donc ce qui fait V supérieur ou égal à C sur N. Donc si V n'est pas supérieur à C sur N, je ne peux pas avoir l'effet Cherenkov. Donc ça, c'est une condition pour avoir cet effet-là. Il faut que V soit supérieur à C sur N. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'effet Cherenkov. Donc ça c'est important pour les détecteurs. Donc la plupart des détecteurs utilisés en astrophysique ou bien pour la détection des neutrinos, pratiquement on utilise des détecteurs qui sont basés sur l'effet Cherenkov. Même dans l'air, d'accord, les rayons cosmiques de très hautes énergies, là aussi on détecte, si par exemple détecter un rayonnement avec 10 puissance 17 électrons. Donc ces événements-là, si vous voulez, sont très, très rares, d'accord, parce qu'il s'agit d'une énergie, si vous voulez, qui est énorme. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser une très grande surface. Et c'est basé sur ça, c'est basé sur le principe de rayonnement de freinage. Parce que les électrons, à un certain moment, on a des gerbes qui produisent des électrons. Et ces électrons, avec une très grande énergie, ils vont, si vous voulez, émettre de la lumière qui est Cherenkov, qui est détectée sur des centaines de kilomètres carrés. Donc on place des sondes un peu partout et il y a un système de coïncidence, etc. entre les différents détecteurs et on peut construire cet événement-là pour avoir un événement par je ne sais pas combien de jours. C'est pas tous les jours, donc c'est des événements rares et on est obligé d'utiliser une très grande surface si je veux les détecter, sinon je ne peux pas les détecter.